Et bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Ça va, t'as Ça la va, forme? Nathan? Ouais, et toi? Ouais, impec. On est parti, on va un peu check-up et analyser ce petit tour de Provence. Euh, Avec un profil très intéressant et quatre étapes qui s'annoncent un peu mouvementées. On en a parlé tous les deux déjà un peu en privé. Mais on s'attend à des surprises et peut-être à du mouvement dès demain. Ouais, c'est ça. De toute façon, demain, on voit que le peloton va commencer déjà tambour battant dans le col de l'Espigouillet. C'est pas une difficulté qui est à prendre à la légère, surtout sur une première étape et surtout dès le départ, où on pourrait avoir peut-être un petit trick organisé. Après, on verra, hein. La suite de l'étape est pas forcément la plus dure. Donc, est-ce que justement on va essayer de dégager certains favoris dès le départ? Je sais pas, je suis plutôt sceptique. On peut avoir une échappée fournie justement du fait de cette difficulté, mais après pour le reste, ça reste une étape relativement simple à contrôler. Donc, est-ce que on voudra prendre des risques dès le départ? Je suis pas sûr. Oui, on va voir tout ça effectivement avec les spigouliers, comme tu dis, qui arrivent très tôt dans l'étape, on va dire, même très dans les premiers kilomètres. On a vu qu'une difficulté dans les premiers kilomètres pouvait donner des idées à certains leaders au général. Je pense à Bernal sur l'étoile de Bessèges, notamment, ou à Nibali. Est-ce qu'on pourrait avoir ces coureurs à l'offensive? On va y revenir. Sachant qu'elles vont tout, ce sera peut-être pas le moment où ces derniers vont bouger. Bon, déjà, on a le profil. Donc, demain, c'est une étape qui va partir d'Aubagne et qui va se terminer à Sifour-les-Plages. Là, pour l'instant, que vous avez le plan, je vais vous mettre un peu le profil. Ça sera peut-être un peu plus clair pour vous. Et bonsoir, Brutus. Donc, on va regarder tout ça. Donc, là, on a effectivement, dès le départ, le long col de l'Espiglouet. Parce que ça va être très long, 10 km à 5,3%. C'est le premier col aussi dur cette année, puisqu'à l'étoile de Bessèges, il n'y a rien eu d'aussi compliqué. Et sur la petite classique espagnole, il n'y avait rien non plus à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà avoir des mecs distancés dès les premiers kilomètres? C'est possible. Est-ce que tu me rejoins sur ce point-là? Ouais, c'est possible. Après, ouais, en plus on a un vent qui est totalement. Enfin, on va avoir un vent de ce que j'ai regardé, qui souffrira de dos dans le départ et puis de côté dans le col de l'Espigouillet. Donc dès le départ, ça peut sur les premiers kilomètres. Et je vais te dire ça en sélectionnant tout de suite. Ouais, ça va être sur les 3 premiers kilomètres. On va avoir quand même un bon vent de dos. Ça peut être un départ très musclé. Après, le vent sera un peu moins favorable pour faire des différences, on va dire, significatives et dropper plus facilement des sprinters. Mais on peut avoir des sprinters déjà en difficulté dès l'entrée de cette étape, dès l'entame de l'étape. Donc, ça peut être un départ relativement usant et certains sprinteurs un peu plus polyvalents pourraient en profiter pour user les plus rapides qu'eux. Clairement. Déjà, merci à Octave et Tuché. Alors, je sais pas prononcer ton pseudo pour les follow. Donc, effectivement, ça pourrait être un départ qui est très usant avec le col de l'Espiglouier. Aussi, peut-être la spécificité de l'étape de demain, c'est qu'on va avoir énormément de bonifications. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais il y a 3 sprints intermédiaires qui vont octroyer 3 et 2 et 1 seconde de bonification. Donc, ça soit à Saint-Baume, à Bandol et à Le Camp. Et en plus, à la dernière montée du camp, il y aura un sprint bonification qui va octroyer 10 secondes de bonification. 10, il me semble que c'est 10, 5 et 3. Donc pour les 3 premiers. Donc c'est quelque chose qui a été rajouté par l'organisateur justement pour provoquer du mouvement et de l'animation. Et au total, si on compte les 10 secondes à l'arrivée, on a au total un maximum de 29 secondes de bonification qui peuvent être récupérées par un coureur demain. Ce qui est énorme. Euh, je trouve personnellement. Donc ça peut encore accentuer le fait qu'on ait une course animée. Surtout qu'après les Spigouliers, ça va pas s'arrêter. Il va y avoir la Mazang, puis il y aura une quarantaine de kilomètres un peu plus calme, même si on va remonter un peu avant de descendre vers Bandol. Et par la suite, on va enchaîner avec la montée du Brûlant et la double montée du camp. Donc ça va être une étape qui risque d'être animée avec vraiment du spectacle. Et ça m'étonnerait pas personnellement si on a les sprinters qui sont lâchés dès les premiers kilomètres et qu'on les revoit plus de la journée.
Ça serait pas une surprise pour moi. C'est pour ça que toi, de ton côté, tu voyais peut-être justement une late attack s'imposer et pas forcément un sprinter ou un puncher. Bah, c'est surtout dû au vent en fait dans la montée du camp. Parce que la montée du camp, la dernière, elle va se faire totalement vent de dos. Et on le sait, c'est un vent qui est totalement favorable aux attaques. Le secteur est relativement découvert, surtout sur la première partie de descente. Après, on rentre plus dans les villes et c'est plus couvert. Et le vent, de toute façon, ne sera plus totalement favorable, surtout pour bordurer, même s'il est fort, parce qu'il sera totalement de côté. Mais sur cette zone-là, c'est la zone où en fait ce sera clé pour faire les différences. Après, ce sera trop tard. Mais sur cette zone, c'est l'endroit propice pour tenter quelque chose, tenter au moins de dropper les sprinters pour les punchers, pour les prétendants en général. Je pense particulièrement à un qui est d'ailleurs à mon grand dam favori des bookmakers. Je pensais plus à son coéquipier. Mais ouais, non, c'est un beau final qui promet du spectacle. Mhm. Alors, il y a Nindo qui pense que les sprinters peuvent revenir. Alors, moi, ça dépend de plusieurs facteurs. Je pense que ça dépend de l'organisation des équipes. C'est pas comme l'étoile de Bessèges. Je pense pas qu'il y aura un peu plus d'organisation si jamais des sprinters sont lâchés. Mais ça dépend de qui est piégé. Si on a vraiment des. Et à combien de minutes. Si ça se compte en minutes, 1, 2 minutes au sommet de la première ascension de l'ascension de l'Espigoulier, dont je vais montrer peut-être. On va peut-être définir maintenant que c'est 9 km à 5,9% de moyenne. C'est quand même une ascension très très dure. S'il y a une partie des sprinters qui sont distancés dès le pied, parce que c'est très animé, je pense qu'on les reverra plus de l'étape. Parce que, à mon avis, ça peut être une option de jouer d'autres cartes pour les équipes. Et on ne va pas envoyer 1 million d'équipiers se sacrifier pour faire revenir les sprinters non plus. Surtout qu'il y a certaines équipes qui auront la tête au général. Et comme justement le stipule Octave, les bonifications sont peut-être une bonne chose parce que ça va peut-être animer la course pour le général et pas uniquement se limiter au Ventoux. Imaginons qu'un coureur un peu plus puncher, je pense notamment à la Philippe, réussisse à prendre énormément de bonifications devant le Ventoux. C'est pas une erreur de le voir imaginer terminer à 45 secondes, 1 minute d'un pur grimpeur et décrocher un général. Voilà. Bon, même si c'est pas son objectif, c'est un exemple, ça peut être une manière d'animer la course et de voir les choses différemment. Donc là, il y a la montée de l'Espigoulier. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, Thibaut? Oh, bah, il y a pas grand-chose à dire de plus, hein. C'est une montée longue. Euh, Ça reste quand même relativement régulier. Ça se grimpe, ça se grimpe bien. Après, ouais, tout dépend du train. Si c'est un train relativement élevé, forcément, on va avoir des sprinters qui vont être lâchés. Après, ça va vraiment dépendre du nombre de coureurs et du type de coureurs qui vont composer les mecs qui vont sortir d'entrée. Si on a forcément des prétendants en général, ça va être compliqué pour certaines équipes de ne pas rouler et Mm. justement de, de rester auprès de leurs sprinters. Donc on peut très vite ouais, avoir un groupe de sprinters bah, qui joue perdant. J'ai envie de dire, c'est Ineos qui risque certainement d'animer la course s'ils se décident à vraiment mettre en place une course de mouvement dans toutes les courses qu'ils vont courir cette saison. C'est quand même l'annonce qu'avait fait Bresford, à voir si on va la voir dès la première étape, par exemple d'un Tour de Provence. Pour se tester, c'est pas une erreur de tenter ce genre de choses. On va peut-être regarder Ouais. peut-être la montée du camp, justement, qui sera l'ascension décisive. Donc le long de la forêt, comme le secteur Strava s'explique. Euh, donc c'est cette montée qui sera décisive. Je vais peut-être vous montrer également le final qui peut peut-être vous intéresser. Alors voilà, on va peut-être mettre le final, la descente. Donc par la suite, après la montée du camp, on va redescendre vers Aubagne ou Saint-Flour, je sais plus. Oui, c'est l'inverse. Euh, et ça va aller très vite. Une fois la montée, il y aura la descente et par la suite, il restera 6 km de faux plat descendant avec une partie en faux plat descendant et on arrivera très très vite à la ligne. Donc clairement, un homme fort pourrait sortir dans la montée du camp, c'est pas quelque chose d'impossible, et pourrait nous faire un numéro. Et je pense qu'on a tous le même nom en tête quand on pense à ce type d'arrivée avec ce type de coureur et les déclarations de Julien Lafilippe et la Quick Step, c'est Rémi Cavagna. Est-ce que tu me rejoins là-dessus?
Ouais, je te rejoins totalement. Après, c'est un coureur en plus euh, qui a l'habitude d'être en forme relativement tout le temps. Donc, ce serait pas étonnant en plus de le voir en forme dès le début de saison. On a vu les déclarations d'Alaphilippe sur Instagram euh, qui dit que Rémi est en grande forme. Euh, donc, à voir. Du côté de la Quick Step, ce serait pas déconnant de le laisser attaquer parce qu'on sait que c'est un gros moteur et de laisser les autres équipes prendre à leur compte le final. Et si jamais Rémi est rattrapé, euh, là de faire le travail pour un Davide Ballerini. Par exemple, effectivement, David Ballerini qui pourrait être également un très bon choix. Alors, justement, on en parle maintenant aux victorieux. On va peut-être jeter un petit coup d'œil aux odds et voir qui les favoris codent comme. Qui les bookmakers codent comme favoris, notamment pour l'étape de demain. On reviendra sur le général plus tard quand on parlera du Ventoux. Donc voilà les codes pour les favoris. Alors je sais pas si elles s'affichent en bonne qualité sur le stream, moi je les ai un petit peu de manière très floue. Est-ce qu'elles sont bien sur le stream? Est-ce que vous pouvez juste me le préciser? Je sais pas si tu peux le voir de ton côté, Thibaut. Après, je vois sur un petit écran, sur l'écran Bon, de ouais. mon autre portable, mais ouais, si, ça se voit relativement bien. Nindo me stipule que c'est bien, donc c'est parfait. De ton côté, si tu devais faire un choix, sur qui tu partirais demain? Bah, moi, demain, je pars quand même sur le principe que la montée de l'Espigoulier, je pense pas que le peloton va quand même risquer dès la première étape, même s'il y en a quatre, de tout faire péter dès le départ. Euh, on a surtout un vent qui peut faire peur sur la première partie de circuit où on aura le retour vers Aubagne et justement la première montée de la montée du camp. Je vois plus un final animé avec le vent de fin. À ce jeu-là, quand même, on a des équipes qui sont quand même relativement relevées. Sur les 19 équipes, on a quand même 14 équipes World Tour, ce qui est pas rien. Euh, ce qui est pas rien et c'est relativement mérité. Hein. En 5 éditions, enfin c'est la sixième, mais en 5 éditions, elle a réussi à prendre son statut de Pro Series, ce qui est pas rien pour le Tour de la Provence. On a quand même un plateau, on va le rappeler, qui est relevé grâce aux annulations des courses sud-américaines et espagnoles. Mais le plateau est intéressant. Donc je pars quand même sur des équipes qui vont cadenasser pour leurs sprinters, surtout les plus polyvalents, Hmm. qui au final n'auront pas non plus tant d'occasions que ça. Ou du moins si, ils en auront plusieurs, mais les profils se prêtent quand même à une certaine bataille et sont relativement ouverts à plusieurs scénarios possibles. Donc non, je pense ils vont jouer leur jeu. Moi, le final, je te l'ai dit, les derniers kilomètres dans en Saint-Flour, Saint-Four, Oui, Saint-Four. euh, ouais, Saint-Four. C'est en bord de mer, le vent souffle de côté, mais j'ai quand même pu voir qu'il y avait des terre-pleins centraux qui séparaient la route à plusieurs endroits, surtout dans les 2 derniers kilomètres. Ça va splitter forcément le peloton. Il y aura un intérêt à être devant dans les premières positions, encore plus que d'habitude. Attention à la nervosité et aux chutes. Mais à ce jeu-là, la Quick Step, on sait qu'elle est excellente. Et David Ballerini, pour moi, ça reste le gros nom de l'étape à cocher, forcément, parce que c'est un final qui est stratégique et il a une équipe qui est parfaite pour l'emmener et bien le positionner. Quoi. Hmm. Je suis totalement d'accord. Je pense que Ballerini, Desmarques sont les gros favoris logiques parce que c'est les équipes qui ont peut-être le plus d'équipiers à leur service. Encore plus FDJ pour moi, qui va clairement travailler pour Desmarques si jamais il passe. Ou si jamais il y a une chasse à avoir, notamment si Cavagna part en éclaireur pour Quickstep. Donc c'est les deux favoris logiques. Peut-être si je devais émettre une surprise et vu la forme peut-être que montrent les Linos Grenadiers depuis le début de la saison, je partirais peut-être sur un Ben Swift podium qui, au vu de la forme d'Ineos, ne m'étonnerait pas de voir un Swift en jambes sur un premier sprint, avec s'il y a au préalable des sprinters qui ont sauté, je pense à peut-être à Christophe qui aura peut-être des difficultés dans la dernière montée, un Trentin qu'on n'a pas vu éblouissant sur, euh, sur les premières courses cette saison non plus. Je pense que c'est quelqu'un qui peut accrocher un podium et je trouve qu'en voyant sa cote en victoire à 41,
Un podium autour de 12-13, c'est pas non plus une erreur et je trouve que le bet reste intéressant pour un Ben Shift par exemple. Voilà pour cette première course. Donc on va peut-être passer à autre chose et passer à l'étape 2 justement, qui est peut-être l'étape qui, qui va poser des problèmes aux bookmakers. Voilà, on va en voir pourquoi. Alors il y a le premier état, cette étape avec le départ de Cassis et l'arrivée à Manosque, qui va être le long des Bouches-du-Rhône comme d'habitude. Et c'est surtout le profil qui va nous intéresser puisqu'on voit sur le profil qu'il y a une petite remontée. Et ce profil est extrêmement trompeur puisqu'on va le voir dans le final un peu plus tard. Le final est beaucoup plus simple euh, à ce niveau-là. Alors, je t'écoute peut-être Thibaut sur le final. Je ne sais pas si tu veux revenir sur le final justement de Manosque et cette deuxième étape. Bah, le final de Manosque, c'est 3 km à 3,3%. Et on le voit, c'est divisé en deux avec une phase de replat à la fin. C'est, je trouve, et tu le trouves à raison, roulant. En- Il n'y a vraiment pas de piège. C'est, faut encore être positionné, surtout dans le dernier virage. Mais après, la seule partie technique qu'il y a dans le dernier kilomètre, en fait, c'est à 250 mètres. On a un croisement avec un petit terre-plein central, enfin, un petit terre-plein central au niveau d'un cédé le passage. Et bah, à logique, il faut le passer à droite pour faire moins de distance possible. Donc, coucou Arnaud, coucou la FDJ si vous nous entendez. C'est à droite, pas à gauche. Et démarre a toutes les chances de gagner cette étape si la course est maîtrisée par son équipe. Clairement, c'est un final propice plus à Desmar. Et justement, le profil présenté par nos amis du Tour de la Provence peut être trompeur pour les books qui pourraient annoncer des punchers favoris. On l'a déjà vu, je parlerai d'un book russe qui est sorti des punchers favoris avec Desmar par exemple à 40 ou Ballerini à 67 sur une arrivée comme ça après juste un col plutôt roulant puisque le col de Montfuron ou le col de la Mort d'Imbert ne sont pas des cols extrêmement difficiles et c'est des cols que les sprinters pourraient passer sauf si vraiment grosse animation etc. Mais effectivement cela crée forcément des erreurs de cotation dont certains peuvent profiter. On va voir si Bet365 se trompera également. Malheureusement, ça sortira plus tard, ça sortira après l'étape de demain. Et je pense que Bet365 ne fera pas la même erreur qu'a fait par exemple ce book russe. C'est pour ça que c'est parfois intéressant de jeter un coup d'œil à certains books qui font leur cote eux-mêmes, qui peuvent être à l'erreur. C'est dommage d'ailleurs que nos books français ne sortent pas de cotation parce que c'est des courses françaises. Et c'est totalement illogique de voir que les courses françaises ne sont pas mises en avant par l'ANG alors que des courses étrangères World Tour sont mises en avant par l'ANG. C'est peut-être un point défavorable sur lequel on pourra revenir un peu plus tard. Ouais, mais en fait, toutes les courses autorisées en NG, en fait, elles ont le label World Tour. C'est ça Et aussi. malheureusement, en fait, le fait est que le Tour de la Provence, elle est classée le niveau inférieur en Pro Series et il n'y a aucune Pro Series qui fait partie des courses autorisées en NG. Mais au vu des plateaux, ce serait pas déconnant de les autoriser en fait. Après, il n'y a pas toutes les courses World Tour qui sont également autorisées. Je pense au Tour du AE qui est jamais autorisé en début de saison, qui est pourtant World Tour. Donc c'est vraiment au bon vouloir des bookmakers. Et ces deux dernières, ça n'a pas bougé. Les dernières années, ça n'a pas bougé. Pourtant, la demande concernant le marché cyclisme a augmenté. Il y a de plus en plus de joueurs. Donc je pense que ça devrait s'aligner quand même dans les prochaines années. On n'est pas à l'abri de voir le Tour de Provence, par exemple, jouable en 2022 ou en 2023. Voilà. Mais pour répondre à Martos, il a posé une question sur les books qui proposent les podiums. Moi, je sais qu'en Belgique, Bingo les propose. Voilà. Par exemple, il y a Bingo qui propose en Belgique. Je ne sais pas s'il y a des Belges ici. Mais c'est vrai que, bon, malheureusement, créer un compte Bingo depuis la France, c'est toujours compliqué. Il y a aussi Lad Brooks, stipule Pitet Show. Bonsoir d'ailleurs. D'ailleurs, merci aussi à Maika95i pour le follow. Bon, ce pseudo est plus simple. Quand il y a Maika dans le pseudo, c'est vraiment facile à dire. Donc voilà pour cette étape 2 qui est quand même globalement une étape où un sprint devrait régler les choses, plus que l'étape 1 qui est quand même plus indécise. On va peut-être s'attaquer à l'étape 3 et au gros morceau. Voilà, on va peut-être juste revenir sur les bonifications, puisque du coup, sur cette étape 3, il y aura deux sprints bonifications, il y aura 3 et 3 secondes, et il y aura au col de Montfuron, encore une fois, un bonif point avec 10 secondes à prendre. Donc vraiment, ça sera sur les deux dernières ascensions des deux premières étapes.
enfin, la dernière ascension des 2 dernières étapes, si vous préférez. Donc il y aura à chaque fois 10 secondes à prendre. Je suis pas certain que les favoris vont jouer ces secondes. Si un groupe, une échappée, peut-être un Montfuron qui n'est pas encore repris, ça peut être un mouvement. Après, on n'est pas à l'abri de voir un leader au général tenter d'aller faire les 10 secondes pour reprendre des bonifs au vu de l'ascension du Ventoux samedi. Donc on arrive à l'étape de samedi. Alors, hop. Donc le départ de Istres pour aller où? Au Chalet Reynard. Alors c'est l'ascension du Ventoux, mais on va s'arrêter un peu plus bas. Et heureusement, j'ai envie de dire, au vu des conditions météo ces derniers jours, parce qu'il risque de faire très très froid, rien qu'au Chalet Reynard. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige, parce que c'est vrai que ces derniers jours c'est un peu compliqué. Donc on va regarder le profil. Donc c'est clairement une course de côte. On est plutôt d'accord sur ce point-là, Thibaut. Ah bah, totalement. Après, on connaît tous le Mont Ventoux. Pour ceux qui le connaissent pas, bah, ils apprendront à le connaître samedi. C'est la partie la plus difficile du Ventoux. La deuxième partie est rendue quand même beaucoup plus difficile, mais à cause du vent, vu qu'on est sur la partie découverte du vent. Mais là, on sera sur une partie totalement dans la partie boisée du Ventoux, donc c'est pas le vent qui influencera plus la course que la fraîcheur de tous les coureurs. Euh, c'est d'ailleurs opportun que le Ventoux ne soit monté que jusqu'au Chalet Reynard en début de saison. Ça serait totalement inutile et incohérent de le faire grimper en entier. Mais oui, on aura de belles images avec un Mont Ventoux enneigé plus. Donc ça promet, surtout au vu de l'édition dernière où Nairo Quintana nous l'a monté à 6,8 watts. Rien que ça. C'était impressionnant. C'est vrai que. Après, c'est toujours compliqué de prendre ces données et de les poser ailleurs. Souvent, ça soit le Tour de la Provence ou le Ventoux des Challenges, ce sont des courses de côte où ils montent une seule fois le Ventoux, voire 2 fois l'année dernière. Mais si on les compare à des ascensions, par exemple sur un Tour de France où tu as des ascensions au préalable, les données sont forcément plus basses. Mais c'est vrai que ça n'auront pas pour autant l'ascension de Quintana impressionnante l'année dernière. Alors, justement, il y a Corentin qui pose une question, qui pose la question de savoir s'il n'y a aucun risque de report avec la neige. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Bah, personnellement, non, au vu des conditions en plus qu'ils annoncent dans les prochains jours avec une remontée des températures, je vois pas trop de problèmes. Pour le moment, ils ont rien annoncé de catastrophique, ils envisagent pas d'annulation au niveau de l'organisation, ils en ont jamais parlé. Euh, que je pense pas. Hmm. Je peux me tromper, mais je pense pas. Je te rejoins là-dessus, ça devrait avoir lieu, surtout qu'on monte jusqu'au Chalet Reynard et on va pas jusqu'au sommet. Ils auraient certainement décalé l'ascension plus basse si c'était le cas, justement avec Oui, comme un ils arrêt. avaient fait au Tour de France avec la fameuse montée à pied de Froome, mais à ce Exactement. moment-là, il y avait beaucoup trop de vent. Et là, c'est la partie enneigée est principalement sur la partie découverte du Mont Ventoux, donc c'est pas non plus ce qui pose plus de problèmes pour monter jusqu'au Chalet Reynard. Exactement. Donc ça sera peut-être l'occasion d'aborder le sujet principal. Donc par contre sur cette étape, il y aura de nouveau 6 secondes et il y aura 10 secondes au sommet, mais il n'y aura pas de bonification supplémentaire. Donc il y aura en tout 16 secondes à prendre sur cette étape-là. Et on va peut-être revenir sur les autres du général justement pour voir et puis parler peut-être de qui tu vois s'imposer au sommet du Ventoux. De ton côté, est-ce que tu as un favori qui se dégage au vu du général ou est-ce que tu envisages déjà de prendre quelqu'un au général ou pas du tout? Alors, au général, je te dis mon affaire avant que je sois allé regarder les cotes. Je partais sur l'homme le plus en forme de la saison dernière au début de saison. Un homme qui est toujours en forme en début de saison. Il nous a quand même écrasé pas mal de courses l'année dernière dans les pays arabes. Euh, il nous fait deuxième du général l'année dernière derrière Quintana. Bah, c'était forcément Alexei Lutsenko. Mhm. Je vois beaucoup citer son coéquipier Alexander Vlasov. Je trouve qu'il est cité à tort en sachant que Vlasov, on peut considérer que l'année dernière, il avait quand même une année où il fallait qu'il prouve son futur leadership au sein de l'équipe. Maintenant que Fulsang est parti et surtout avec la Vuelta qu'il nous a fait, où il nous a quand même démontré toute sa classe et ses qualités, est-ce qu'il a besoin
de se mettre en avant très rapidement. Et en sachant qu'il vise un podium sur le Giro, je pense que son pic de forme sera aussi peut-être revu différemment. Est-ce qu'il sera aussi en forme qu'il l'a été pour aller nous chercher, quand il a dû nous chercher la deuxième étape justement du Tour de la Provence sur une attaque où il était très peu marqué, très peu observé et peut-être un peu sous-estimé. Euh, je pense que il sera ouais, en forme, mais un Alexei Lutsenko a tout attiré justement d'un plus gros marquage de Vlasov qui avait remporté le Mont Ventoux Dénivelé Challenge en plus. Mhm. Alors, je suis totalement d'accord sur ce point-là. Je pense qu'on était tous d'accord. Rémi, d'ailleurs, le stipule dans le chat, parce que je sais que j'en ai parlé également avec lui. Avant la sortie des cotations, on était tous à peu près sur Lutsenko, parce qu'on pensait que ça allait sortir haut. Et je pense que Ouais, malheureusement, c'est là où les books se sont améliorés comparé à quelques années. Quelques années, je pense qu'ils auraient sorti Lutsenko entre 20 et 30. Là, ils l'ont sorti très très bas. Et au final, il est même favori. Il est favori logique au final. au final, ouais, je pensais vraiment qu'il sortirait derrière Vlasov et qu'il y aurait quelque chose à jouer sur lui, mais non. Mm. La Astana, de toute façon, vient avec une armada. Ils ont déclaré qu'ils venaient pour gagner le général. Donc, je les vois écraser la course. D'autant que quand on parle de bonification, on a Alexei Lutsenko, c'est sur les autres étapes avec son sprint, qui peut aller nous chercher pas mal de bonification et combler éventuellement un petit retard de quelques secondes sur un autre grimpeur dans le Mont Ventoux. Parce qu'on sait que le Mont Ventoux, ce sera l'étape fer de lance, l'étape la plus dure de ce Tour de la Provence. C'est le géant de Provence. C'était dommage qu'on ne l'ait pas aux éditions précédentes avant 2020. Mhm. Maintenant qu'il y est, il va forcément y rester. Les organisateurs veulent le voir perdurer euh, et les municipalités aussi. Donc ça va être le fer de lance chaque année, ça va être l'étape clé relativement chaque année, sauf si le vent en décide autrement pour certains leaders, mais non, il a, il a toutes les qualités en plus, Lutsenko, pour comment dire, garder un petit matelas et finir quelques secondes derrière, derrière un pur grimpeur. Donc non, enfin, pour moi ouais, c'était le favori logique. Malheureusement, sa cote est vraiment pas prenable. Oui, clairement. En parlant de cotation, moi j'avais peut-être justement une idée de sur quoi je pouvais partir. J'attends juste les podiums au général. Je vais en parler ici. Peut-être que ça me coûtera une cote plus basse, mais on va prendre le risque. Pour moi, en début de saison, les coureurs qui doivent se montrer, c'est peut-être les jeunes et les jeunes d'avenir dont on parle souvent. Et moi, je pense par exemple à un Andrés Leknesund qui va faire son début à la team DSM, qui est le futur peut-être euh, leader au général qu'on pourrait avoir du côté de l'ancienne équipe Sunweb, qui pour moi pourrait arriver très fort. On a tendance à voir les jeunes arriver très fort. Je pense à Pogacar qui a gagné sa première course en arrivant en pro, ou un Remco qui a fait de même. C'est un peu de ce gabarit-là. C'est une ascension qui pourrait lui correspondre, parce que c'est une course de côte, donc ça correspond très bien aux jeunes coureurs. C'est un coureur qui aime les montées roulantes. C'est pas forcément une montée roulante le Ventoux, mais c'est pas non plus une montée très difficile, donc c'est quand même une montée qui intrinsèquement pourrait lui réussir. C'est quelqu'un qui pourrait également jouer des bonifications de par son agressivité et sa jeunesse, et qui pourrait courir différemment de coureurs un peu plus attentistes, et qui pourrait profiter justement d'un marquage pour monter sur le podium du général. Donc là, je trouve qu'à 301, je trouve que sa cote est très très haute. Et par exemple, si son podium ouvre à 60, 60, 75, je trouve que c'est un podium qui se joue clairement Andreas Leknesund. Voilà, je sais pas si tu me rejoins sur ce point-là, Thibaut. Ouais, bah après, la team DSM, j'avais peut-être du mal à la lire au niveau du leadership. L'être de Sub, c'est vrai que c'est un coureur plaisant. Après, est-ce que un Nicolas Roche plus en forme aura pas justement l'ascendant ou voudra transmettre, par exemple, un petit jeune aussi qui avait bien figuré sur la Vuelta en la personne de Marc Donovan. Oui. C'est toute la question. Après, Euh, moi, je, Moi, je sais qu'un coureur qui me plaisait potentiellement, c'était peut-être du côté de la Bahreïn, le transfuge Jack Egg. hmm. J'ai pas regardé sa cote podium, mais je sais que c'est un coureur qui figure bien et qui avait bien figuré, il me semble, l'année dernière en plus au sommet du Ventoux. En général, en début de saison et relativement toute la saison, il figure bien. Donc, c'est un coureur qui, moi, m'intéresse.
qu'en Espagne, je sais que l'année dernière, il avait fait de très très belles performances. D'ailleurs, il y a Pitecho qui répond, qui tandis que sa cote podium elle est à 4 du côté belge. Et il parle également de Ciccone à 5 en podium et en victoire à 21. Je sais pas ce que Ciccone, tu en penses quoi de ton côté? Ciccone, bah, après une année difficile, est-ce qu'il va revenir, enfin, est-ce qu'il va être d'entrée à un très haut niveau? Je sais pas, en sachant que ces échéances sont plus tard. C'est pas un coureur que j'ai le souvenir qui performe vraiment très tôt d'entrée. Alors qu'en plus, en face, on a un Bauke Mollema qui, même si à Bessèges, il a rien fait, a dit qu'il voulait bien figurer et qu'il était à 120% sur toutes les courses. Hmm. C'est clairement un leadership qui devrait lui revenir dans ces cas-là avec ses déclarations. Après, Mm, le double leadership sur ce genre de course, ça peut changer très vite, ça dépend de l'état de forme. mm. Donc déjà merci à Pitecho pour justement pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour pour le général. En concernant juste l'étape du Ventoux, est-ce que pour toi il y a un coureur qui se dégage que tu vois aller gagner facilement au Ventoux? Je sais pas, peut-être Bernal qui a montré qu'il était quand même en forme, qu'il a eu envie d'attaquer. Peut-être pas pour le général, mais juste pour aller gagner l'étape du Ventoux. Ouais, non, Bernal, c'est vrai que c'est un bête qui est plaisant. Moi, c'est un coureur que je sais qui est en forme normalement tôt, euh, qui maintient son pic de forme et qui l'accentue, en sachant que son objectif c'est le Giro. Faut quand même qu'il soit en forme relativement tôt par rapport au fait, aux années où il faisait le Tour de France. Non, c'est un coureur qui va assimiler les courses par étapes. Après, de là à aller écraser le général, je sais pas. Mais oui, c'est un coureur qui va bien figurer, d'autant que la Ineos vient avec une très grosse équipe. Oui. Et moi, le petit Dunbar, le voir emmener un train dans le Mont Ventoux, je dis pas non. Et puis on a aussi un Sosa qui est souvent en forme en début de saison. Donc voilà, Sosa, Bernal, Dunbar, De plus, le transfuge de plus, voilà. C'était pas juste. Il y a vraiment le transfuge Lorenz de plus, il y aura de plus. Voilà, on va s'arrêter là pour la blague. Mais voilà, il y a une grosse équipe du côté d'Ineos, il y a de quoi faire et ça peut rivaliser avec Astana. On pourrait avoir une petite bataille entre Astana et Ineos dans la montée du Ventoux avec du bluff, des petits coureurs en avant. Ça promet de l'animation. Mais voilà, donc ça c'est pour l'ascension du Ventoux le général. On va peut-être passer à la dernière étape, et au plan du coup, et au profil. Donc on va voir ça ensemble. Donc le départ d'Avignon avec l'arrivée à Salon de Provence. Une étape beaucoup plus calme, un dimanche qui devrait être plus calme, sauf s'il y a quelques secondes qui séparent les leaders pour avoir de l'animation, puisqu'il y aura également des bonifications. Et il y aura deux ou trois bonifications. Il y en aura trois. Il y aura un sprint à Saint-Lô-de-Provence, donc sur le premier passage sur la ligne, il y aura 3 secondes. Un à Saint-Michel de Fréjolais. Et à la Roque-Martine, il y aura 10 secondes aussi à récupérer. Donc si jamais il y a un leader qui a une dizaine de secondes d'avance, attention, on peut perdre le général sur un dernier sprint au sommet de la Roque-Martine. C'est pas quelque chose d'inenvisageable. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses de cette étape, Thibaut? Est-ce que tu penses que le général sera plié avant cette étape ou justement il pourrait y avoir 15 secondes de différence, 10-15 secondes entre un premier coureur et un second? bah, en sachant quand même qu'on est en début de saison, on l'a déjà vu sur les autres courses, que ce soit dans les pays arabes ou dans les courses espagnoles en général, l'écart de niveau est quand même relativement grand. Ouais, moi je pense quand même que le vainqueur du Ventoux sera le vainqueur du général. Euh, à part si Lutsenko n'est pas leader et Nivlasov au moment du Mont Ventoux et sont à portée de fusil, et surtout Lutsenko, on aura une course animée, mais sinon ce sera maîtrisé par les sprinters. Et les bonifications n'auront peu d'enjeux dans cette étape. Effectivement, et on pourra avoir la triplette de Demar si jamais il gagne la première et la deuxième étape. La quatrième pourrait lui correspondre également, ou d'autres quoi. Mais dans tous les cas, ça s'annonce à être un nouveau sprint massif, avec de nouveau peut-être l'occasion de voir d'autres sprinters s'exprimer, si certains n'arrivent pas à passer l'étape 1 ou voir l'étape 2. Même si globalement, je pense que c'est des étapes où les sprinters devraient plutôt bien figurer. On est plutôt d'accord sur ce point-là. Hmm.
Voilà. totalement. Donc là, je pense qu'on a fait le tour, peut-être, du Tour de Provence. Est-ce que tu voulais peut-être aborder un autre sujet ou parler d'autre chose de ton côté, Thibaut? On aurait peut-être pu, en parlant des favoris au général, détailler peut-être d'autres équipes, mais et surtout potentiellement avec une équipe qui est sur le papier et quand même belle, c'était la Bora. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Bora. Pour le coup, je vais peut-être mettre justement la Startis, qu'on regarde tous ensemble. Alors attendez, je vais préparer juste une capture de fenêtre pour montrer tout ça. Euh, Hop. Bon, vous allez voir ma conversation avec Thibaut du coup. Hop. Euh, alors si ça veut bien me l'afficher. Ah voilà, on y est. On y est. Hop. On va juste cut ça. Hop. Bon, je vous fais ça en live, comme ça on va pouvoir aller voir la start list rapidement. Hop. PCS. Et on va aller jeter un coup d'œil à la start list justement pour pouvoir parler un peu plus de toutes les équipes. Donc tu parlais de la Bora qui a une bonne équipe avec la présence surtout de Großschartner et de Conrad, je pense. Surtout à eux deux que tu pensais. Ouais, enfin, gros Chartner, je pense que au vu de ses déclarations quand même au BCG et de ce qu'il nous avait montré, je mets quand même un ascendant sur Patrick Conrad qui quand même en début de saison, c'est pas le meilleur coureur, mais il figure bien, il est en forme. Et ce qui me gêne un peu plus, c'est il sera grégario, mais un Matteo Favreau avec ce qu'il nous a montré l'année dernière, pour moi, s'il avait une possibilité de leadership, ce serait un bet totalement intéressant, surtout que les deux premières étapes, au vu du sprint qu'il peut avoir par rapport à Conrad et Großschartner, ce serait pas déconnant s'il prenait des secondes bonifications, qu'il embauche un leadership au sein de son équipe. Et sur le Mont Ventoux, ça pourrait être intéressant. Je suis plutôt d'accord sur ce point-là. D'ailleurs, il y a Pitecho qui revient sur Demar, qui nous a demandé si on en a déjà parlé, qui pose la question de savoir si on peut s'attendre à une saison similaire à l'année dernière où il était totalement en confiance et il a réussi à gagner très rapidement et s'imposer très souvent dans les sprints massifs. Alors, moi, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment de son début de saison. S'il repart sur cette lancée, il n'y a aucune raison qu'il soit pas en confiance et qu'il réalise pas le même début de saison. Par contre, on sait qu'Arnaud, c'est un coureur qui se met très vite à douter et qui a besoin de confiance. Si par contre il a plus de difficultés sur les premiers sprints, il pourrait se mettre à douter et être beaucoup moins performant que l'année dernière. Est-ce que tu me rejoins sur ce point-là, Thibaut? Ouais, je te rejoins totalement. Après, il a un train en plus sur ce Tour de Provence qui est le même de l'année dernière, qui est très bien huilé, qui a su très bien le placer, ce qui était son défaut sur certaines étapes, notamment du Giro. Je l'avais éliminé à cause de ça parce que c'est le défaut principal de Demar, c'est son placement. Mais l'année dernière, très peu de défauts de ce côté-là. Il avait la force, la confiance et son train qui l'emmène sur ce Tour de Provence est le même. Donc Si, il a tout pour briller. C'est juste à mettre la balle au fond très vite. c'est ça. De toute façon, l'équipe FDJ est clairement orientée autour d'Arnaud. On a Guarnieri, Konovalovas, Scottson, Sikeldam. Ça sera certainement le train qu'on va voir autour de lui également sur le Tour de France. L'équipe devrait changer évidemment, mais je pense qu'on mettra tout du côté de la FDJ pour des victoires d'étape sur le Tour de France cette année. Et il y aura peut-être un Gaudu en leadership qui sera perdu là-dedans. Peut-être un peu esselé d'ailleurs, peut-être par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir du côté de la FDJ. Mais vraiment, là, Demar a tout pour réussir dès demain, j'ai envie de dire. Hein. S'il s'impose demain, c'est pas une surprise. Et il y a De toute Octave façon, qui te pose d'ailleurs une ouais. dernière question, qui revient sur Fabro par contre. Il te demande si à 151 en EW, c'est intéressant en général, selon toi. Bah, je le préfère très clairement à Großschartner à 101 en EW. Voilà, donc il préfère. Donc c'est un choix qui. Alors pour moi, je trouve que c'est quand même un petit peu bas, Fabro. J'attends de voir
de voir ce que ça va donner. Et il y a Rémi qui revient sur le fait que Demar n'a pas besoin de briller trop, il a juste besoin de gagner l'étape 2. Et je confirme, pour l'avoir à, pour Mm. l'avoir à 40 sur l'étape 2, je confirme que j'aimerais bien qu'il s'impose. Ça serait intéressant qu'il nous lance le début de saison de la meilleure des manières avec cette erreur de cotation d'un Bocrus. Donc voilà, on va peut-être s'attarder sur d'autres équipes. Alors, Quickstep qui vient avec Alaf, est-ce que tu vois Alaf offensive dès demain, j'ai envie de dire, ou dès ce Tour de Provence, ou est-ce que tu le vois peut-être comme la saison dernière, un peu plus molichon? Bah, Alaf m'a jamais vraiment totalement convaincu en début de saison, même sur les courses sud-américaines. On sait qu'il programme très bien ses pics de forme et qui sont pour plus tard. Ce sera pour notamment le Tour des Flandres qui vise et surtout Liège-Bastogne-Liège. Mais le voir déjà remporter le général, non. Le voir essayer d'aller chercher une étape, l'étape 2. Et si on regarde le profil, normalement plus taillé pour lui, mais c'est beaucoup plus trompeur, donc je le vois pas aller chercher la gagne, non. Il y a de meilleures options pour une gagne d'étape au moins sur ce Tour de la Provence du côté de la Quick-Step. Et pour moi, c'est pas du côté d'Alaf. Clairement, je suis plutôt d'accord. Donc, comme on a dit, plutôt Ballerini au niveau du sprint. Est-ce que tu les vois avoir un leader au général ou justement un peu se désintéresser de ce leadership au général et de jouer juste des étapes? Ouais, plus jouer des étapes. Après, Alaf voudra peut-être bien figurer, mais un top 10, ok, un top 3, non, et une victoire encore moins, quoi. Hmm, clairement. Alors, on va voir tout ça ensemble, mais est-ce que tu voudrais parler d'une équipe on précise précisément avant qu'on change Ouais, de toute peut-être façon, je pense qu'on a fait le tour. Déjà, quand on parle rien que de la Astana Ineos? qui vient pour gagner très clairement, et c'est affiché, et c'est en grand le Tour de la Provence et la Ineos sur le papier qui est pas là pour rigoler. Je pense que déjà on a fait le tour des équipes qui vont se tirer la bourre. Oui, je pense qu'on n'a pas loupé le coche concernant le leader du général. J'ai du mal à voir un coureur ailleurs venir gagner. J'ai vu beaucoup sur Twitter peut-être de Fabio Aru, mais c'est pas le changement d'équipe qui va changer les choses pour moi. C'est pas Kubeka qui fera la différence pour Aru. Aru pour moi c'est terminé. Après on a tendance à voir beaucoup de tipsters étrangers jouer beaucoup de français également. Euh, voilà, peut-être un Bouhanni qui pourrait bien figurer dans l'équipe, dans l'étape 2, j'ai envie de dire. C'est peut-être le français qu'on pourrait voir à l'avant ou s'imposer et lever les bras vu ce qu'il a montré sur l'étoile de Bessèges. Mais je pense que globalement, on a fait un peu le tour, que ce soit du général ou des étapes. Voilà, donc j'espère que cette émission vous aura plu. On va essayer de faire ça de manière un peu régulière, à peu près pour chaque épreuve de la saison, que ce soit avec Rémi ou avec. Ah, il y a une dernière question de Rémi qui nous pose la question de savoir ce qu'on pensait de Barguil. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté, Thibaut? Ah, Barguil, c'est un peu toujours la même chose. Ça sauve le chaud, le froid. De ce que j'ai vu de ces données, c'est pas non plus en début de saison ce qui va me plaire le plus pour aller chercher une gagne sur le Mont Ventoux. J'ai peut-être du mal à y croire. Je suis plutôt d'accord. Barguil, j'ai un peu du mal à y croire. Je trouve qu'il a un peu un ton en dessous par rapport à d'autres personnes. Je pense que c'est pas le. C'est peut-être pas forcément la course qu'il va viser. Il va se préparer, il va avoir un pic de forme. Et je pense qu'il veut surtout gagner des étapes. Comme le dit d'ailleurs Corentin, il a annoncé vouloir se concentrer plus sur des étapes ou des courses d'un jour qu'autre chose. Donc merci en tout cas pour Octave pour le compliment. Euh, on espère que cette émission vous aura plu. Euh, on a essayé de faire le plus conscient, on va essayer de faire ça à peu près sur toutes les courses de l'année. Moi, dans tous les cas, je vais bosser tout le long pour Vélo Pro, donc si vous voulez, je vais faire un petit coup de pub à Vélo Pro. Si vous voulez suivre les lives rédigés par Bibi, c'est sur vélopro.fr ou l'application vélopro.fr. Voilà, c'est moi qui m'occupe du live rédigé, donc je fais un peu ma com et ma pub, même si voilà, je fais aussi un peu la pub de mon patron, Ce entre sera, guillemets. ce sera plus actualisé que sur certains autres sites ou sur les réseaux sociaux. Ou la flamme rouge qui tweet 45 minutes après qu'une échappée est déjà reprise depuis une heure. Voilà, non, mais dans tous les cas, il y a Authentique qui rajoute Allez Maïka. Et merci dans tous les cas pour votre venue, c'était super sympa d'avoir autant de viewers pour une première. On essaiera de refaire ça surtout pour la suite et puis pour les courses World Tour.
où on aura plus l'occasion de vous parler des bêtes et vraiment de prise de paris en argel. Je pense que ça intéressera un peu plus de monde d'ailleurs, parce que je pense que le fait qu'on puisse pas bet, ça désintéresse forcément des gens. Mais voilà, dans tous les cas, merci encore pour votre soutien. Et on vous souhaite une très bonne soirée, que ça soit moi ou Thibaut. Voilà, peut-être un dernier mot, je te laisse le dernier mot, Thibaut. Bah, enjoy, hein. J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est Voilà, juste, on se retrouve tous au niveau des Français pour Let Newsblatt le 27 février. exactement. Et dans tous les cas, on se retrouve sur le direct commenté pour mon côté. Et puis je te dis ciao également à Thib. Et puis on se retrouve. Puis si jamais vous voulez de nos DM sont ouverts dans tous les cas, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Et voilà, à plus plus. Ciao Thib. Ciao.